Les États-Unis sont sur le point d'élire leur prochain président. On observe diverses réactions en Chine où la population n'a pas le droit de vote, et la valeur de la devise chinoise a chuté lors de l'élection américaine. La Chine a suspendu la cotation en bourse de N Group. Cette cotation devait être la plus importante de l'histoire, avec un montant de 34 milliards de dollars. Le vice-président de Huawei est soudainement décédé. Il était responsable de la stratégie de Huawei pour contrer les critiques de la communauté internationale. Après l'arrestation de 8 législateurs pro-démocratie de Hong Kong, une journaliste est maintenant confrontée au même sort. Elle a mené une enquête sur le comportement de la police, et le Canada pourrait évacuer ses citoyens de Hong Kong. Et l'Inde, les États-Unis, le Japon et l'Australie ont commencé leur plus grand exercice naval depuis plus de 10 ans dans l'Indo-Pacifique. Son objectif est de contrebalancer la menace d'agression militaire de la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le régime chinois a suspendu la cotation en bourse de N Group. Cette cotation devait être la plus importante de l'histoire, d'une valeur de 34 milliards de dollars. C'est la première fois que la cotation d'une société est suspendue à la bourse de Hong Kong. Les investisseurs sont stupéfaits d'apprendre que N Group est suspendu de la cotation des marchés boursiers de Shanghai et de Hong Kong. Un jeune investisseur a demandé 2000 actions d'une valeur de près de 21 000 dollars américains. Il regrette aujourd'hui cette décision. Because the market is hugely manipulated by the Chinese government, so I don't think it is good to invest in a semi-free market or even not free market because the capital doesn't flow as the investor expected. Les régulateurs chinois ont imposé leur contrôle sur le propriétaire de N Group, Jack Ma, mardi dernier. Ils ont suspendu la cotation de Ant juste 2 jours avant qu'il ne soit censé entrer en bourse. Le nom de Jack Ma est synonyme d'innovation en Chine, mais il a récemment critiqué les régulateurs chinois en les accusant d'étouffer l'innovation. Cela a probablement conduit les régulateurs chinois à suspendre la cotation. Un puissant réseau de consultants gouvernementaux travaillant dans les banques en Chine affirme que N Group échappe aux réglementations strictes qu'elles doivent suivre. Un directeur affirme que cela rappelle l'influence de Pékin sur les entreprises chinoises. This huge IPO suddenly unplugged, it's really abnormal and never happened before in Hong Kong market. Les analystes et les investisseurs s'attendent à ce que la suspension ne fasse que retarder la cotation et ne la fasse pas complètement échouer. Les médias d'État ont déclaré mercredi 4 que cette décision était nécessaire et dans l'intérêt du public. Les investisseurs devront maintenant attendre la réouverture de la cote pour connaître le prix révisé de l'action. Nous nous tournons maintenant vers le géant chinois des télécommunications Huawei. Le vice-président de la communication corporative de Huawei, Joe Kelly, est décédé subitement ce week-end. Aucun autre détail, y compris la cause du décès, n'a été révélé. Kelly était un homme d'affaires irlandais et est décédé à l'âge de 55 ans dans la ville de Shenzhen, au sud de la Chine. Il avait rejoint Huawei en 2012 et était depuis lors en charge des affaires internationales des médias. Selon le radiodiffuseur national irlandais RTE.ie, ces dernières années, Kelly a dirigé la stratégie de Huawei pour contrer les critiques visant l'entreprise. Le réseau 5G et les produits de Huawei ont soulevé des inquiétudes en matière de sécurité au fil des ans au sein de la communauté internationale. Les États-Unis déploient de grands efforts pour persuader d'autres pays d'exclure Huawei de leur réseau 5G. Et dans la région autonome chinoise du Xinjiang, au moins 2 zones ont entamé mardi dernier leur 4e série de dépistage massif du virus du Parti communiste chinois. L'une d'entre elles est située dans la région de Kashgar, l'autre n'est pas très éloignée. Les premiers cas ont été annoncés la semaine dernière dans cette région. Mardi 3, 409 personnes ont été testées positives au virus du PCC, parmi lesquelles 64 personnes présentant des symptômes. D'autres étaient des cas asymptomatiques, si les données officielles de la Chine sont exactes. Les infections virales dans la région chinoise de Xinjiang sont en augmentation. Les inquiétudes concernant la gestion de l'épidémie par les autorités sont également en hausse. Les autorités ont même donné des médicaments non identifiés aux personnes en quarantaine. Les autorités du Xinjiang en Chine arrêtent des centaines de personnes arrivant dans la province et les mettent en quarantaine sous surveillance. Certaines personnes ont même reçu des médicaments non identifiés à consommer. La semaine dernière, une touriste en visite dans le Xinjiang a déclaré que les autorités locales l'avaient trompée et l'avaient forcée à se rendre dans un centre de quarantaine. Elle a déclaré que les autorités avaient saisi ses papiers d'identité pour l'empêcher de partir. Les autorités lui avaient d'abord dit qu'elle la dirigeait vers le bureau de la communauté locale pour qu'elle laisse ses coordonnées et qu'elle puisse ensuite partir. Mais il s'est avéré qu'ils ont pris sa carte d'identité et qu'elle a été emmenée sur le site de quarantaine.
Elle a écrit un message sur la plateforme chinoise de médias sociaux Weibo pour exprimer sa colère d'avoir été trompée par le gouvernement local. Elle a également déclaré que lorsqu'elle a appelé les autorités, celles-ci lui ont dit sans hésiter que le fait de mettre les touristes en quarantaine forcée est une pratique très courante. Dans un autre cas, la semaine dernière, M. Li, qui était en voyage d'affaires dans la ville de Kashgar, dans le Xinjiang, a été arrêté pour mise en quarantaine immédiatement après son arrivée. M. Li a déclaré que sa principale inquiétude aujourd'hui est de perdre son emploi et de ne pas pouvoir gagner sa vie à cause de la quarantaine forcée. Li nous a dit que lorsque la quarantaine a commencé, on lui a donné des médicaments inconnus à consommer 2 fois par jour, mais qu'il ne les a pas pris parce qu'il ne savait pas quels ingrédients ils contenaient. Un autre résident du Xinjiang qui a également été arrêté nous a dit qu'il avait vu une centaine de voitures transporter des gens dans la même zone de quarantaine ce jour-là. La zone locale a maintenant déclenché une intervention d'urgence de premier niveau. Nous nous tournons maintenant vers Hong Kong. Les forces de police de la ville ont arrêté une journaliste là-bas mardi dernier. Choi Yu-kling, également connue sous le nom de Bao Choi, est une productrice de la chaîne publique de Hong Kong, RTHK. Cette semaine, elle a été arrêtée à son domicile. Elle est soupçonnée d'avoir fait de fausses déclarations lors d'un contrôle au sujet de l'immatriculation d'un véhicule dans le cadre d'une enquête télévisée. C'est ce que dit la police de Hong Kong. L'infraction est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 650 $ et 6 mois de prison. En 2019, elle a coproduit une émission de télévision de la RTHK intitulée Hong Kong Connections. Elle y exposait la réaction tardive des forces de police à une violente attaque de la mafia contre les manifestants pro-démocratie. Cela s'est passé à la gare de Yuen Long à Hong Kong en juillet dernier. L'incident impliquait un groupe d'hommes vêtus de t-shirts blancs. Ils portaient des bâtons et des barres de métal et ont attaqué sans distinction des voyageurs et des manifestants revenant d'un rassemblement pro-démocratie. L'attaque a fait au moins 45 blessés, mais après les appels au secours, la police a mis 39 minutes pour arriver sur les lieux, un délai inhabituellement long. Le documentaire de la RTHK a été diffusé 1 an après l'attaque. Ils ont reconstitué l'incident à l'aide de séquences vidéo des magasins voisins en retraçant les plaques d'immatriculation des voitures montrées dans les vidéos de surveillance et en interrogeant des habitants du coin. S'adressant aux journalistes le 3 novembre, le chef de la RTHK a déclaré qu'il était inquiet de savoir si la station pourrait continuer à produire des informations concrètes comme auparavant. Le législateur du Parti démocratique, Lam Chang-ting, faisait partie des blessés lors des violences de l'année dernière. Il a exhorté les journalistes à ne pas se laisser intimider par cette arrestation en leur demandant de tenir bon et de rapporter la vérité sans peur ni faveur. Alvin Yeung, leader du Parti civique, a également demandé si les autorités se vengeaient de Choi pour avoir enquêté sur l'incident. Et le Canada pourrait évacuer ses citoyens situés à Hong Kong. Le consul général du Canada à Hong Kong, Jeff Nankivel, a déclaré en début de semaine que le Canada avait élaboré un plan pour évacuer environ 300 000 citoyens canadiens de Hong Kong, si nécessaire. Il a ajouté que le Canada ne peut actuellement pas faire grand-chose pour les militants pro-démocratie de Hong Kong qui cherchent refuge. Le Canada a exprimé la crainte que la nouvelle loi sur la sécurité que Pékin a imposée à l'ancienne colonie britannique ne mette en danger la sécurité des Hongkongais et des étrangers. La nouvelle loi a été promulguée en juin dernier. Elle enfreint un traité que le régime chinois a signé pour laisser à Hong Kong sa liberté jusqu'en 2047. Nous passons maintenant à l'Allemagne. La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a déclaré ce lundi 2 novembre que son pays enverra une frégate pour patrouiller dans l'Indo-Pacifique à partir de l'année prochaine. L'Allemagne est le 2e membre de l'Union européenne à publier des directives pour l'Indo-Pacifique après la France. Ces remarques interviennent 2 mois après la publication de la directive. Le document se concentre sur le renforcement de la présence de l'Allemagne dans la région. Il indique que les puissances européennes doivent aborder la région de manière coordonnée. Les lignes directrices précisent que l'Allemagne travaillera avec l'Inde et le Japon à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la Chine en Europe. Mais le gouvernement de Berlin a récemment commencé à adopter une politique ferme à l'égard de Pékin. Nous nous tournons maintenant vers l'Indo-Pacifique et le Quad, un groupe informel constitué des 4 plus grandes nations démocratiques de la région. L'Inde, les États-Unis, le Japon et l'Australie ont commencé ce mardi leur plus grand exercice naval conjoint depuis plus de 10 ans. Il vise à équilibrer l'agressivité militaire croissante de la Chine dans la région. L'exercice annuel, surnommé Malabar, a été organisé par l'Inde, les États-Unis et le Japon. Cette année, l'Australie a participé à l'exercice. 8 navires ont été déployés lors de l'exercice, dont 5 de l'Inde. Les exercices ont lieu à un moment où l'Inde est bloquée dans une impasse militaire sur la frontière terrestre contestée avec la Chine.
Des milliers de soldats sont à proximité dans l'ouest de l'Himalaya. L'Inde affirme que les troupes chinoises ont de facto fait intrusion de son côté de la frontière. Pékin nie toute intrusion et affirme que l'Inde y a construit des infrastructures, ce qui a provoqué cette crise. Par ailleurs, le Japon est impliqué dans un conflit avec la Chine concernant la propriété des îles de la mer de Chine orientale. Les relations diplomatiques de l'Australie avec la Chine se sont également détériorées cette année, après qu'elle ait mené des appels à une enquête internationale sur la pandémie du virus du Parti communiste chinois. Pékin a imposé des sanctions commerciales et des mesures restrictives sur les exportations australiennes de bœuf, d'orge, de bois et de homard. Passons maintenant au Népal, un petit pays entre la Chine et l'Inde. Il a une population d'environ 30 millions d'habitants et est situé au pied sud de l'Himalaya. Selon les politiciens népalais, la Chine a annexé 150 hectares de terre népalaise, un exemple de l'intensification de l'agression chinoise le long de la frontière. Selon un rapport du journal britannique The Telegraph, l'armée chinoise a commencé à saisir des terres népalaises dans 5 districts en mai. Pékin a envoyé son armée à travers des zones non défendues de la frontière. Les forces du Parti communiste chinois ont déplacé la bande frontière plus loin en territoire népalais et ont commencé à y construire des bases militaires. Elles ont détourné le débit des rivières dans ces zones. Les rivières agissent comme une frontière naturelle, c'est pourquoi Pékin a revendiqué le territoire népalais précédemment submergé. L'accaparement des terres semble être motivé par une vision stratégique ancrée dans les projets chinois de l'initiative Ceinture et Route. Nous examinons maintenant les réactions de la Chine à l'élection présidentielle américaine. Le Parti communiste chinois, ou PCC, a émis un ordre à l'attention de tous les médias de Chine continentale. Il exige que toute couverture de l'élection américaine soit soumise à ce que l'on appelle des accords unifiés. Cela signifie que tous les médias doivent utiliser des sources d'informations uniques provenant de l'agence de presse Xinhua, la porte-parole du PCC. Il est interdit aux médias chinois de reproduire ou de diffuser des informations sur les médias étrangers sans autorisation. Il est également interdit d'attiser les émotions ou les opinions publiques. Cela concerne les deux camps, pour et contre les États-Unis. C'est ce qu'indique un rapport de Radio Free Asia citant un ordre émis par le département de la propagande du comité central du Parti communiste. Alors, comment l'agence Xinhua fait-elle ses reportages sur les élections américaines ? Sa couverture semble parfaitement se conformer aux ordres des autorités. Elle a publié très peu d'articles et a évité d'exprimer sa position politique. L'un des autres porte-parole du PCC, la CCTV, a diffusé à plusieurs reprises des informations sur les émeutes qui ont eu lieu aux États-Unis. Cela est également conforme à la politique médiatique de la Chine concernant les élections dans les pays démocratiques. Le régime affirme que les élections conduisent au chaos et à la division. En raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et de la position ferme de l'administration Trump à l'égard du PCC, les citoyens chinois ont accordé plus d'attention que jamais aux élections de cette année. Bien que les citoyens chinois n'ont pas le droit de vote en Chine, des commentaires sur les élections américaines apparaissent en ligne, tant dans le pays qu'à l'étranger. Mercredi 4, l'expression « élection américaine » figurait parmi les sujets les plus tendances sur la plateforme chinoise de médias sociaux Weibo. De nombreuses personnes en Chine utilisent des moyens interdits par le régime pour franchir le pare-feu de censure Internet du Parti communiste chinois. Ainsi, ils peuvent obtenir des informations du monde extérieur. Les mises à jour des listes électorales, les informations sur les votes par correspondance, les positions des deux candidats vis-à-vis du Parti communiste chinois sont parmi les sujets les plus brûlants. Il y a des partisans des deux côtés. Si l'on se tourne vers les Chinois vivant à l'étranger, il semble que le soutien soit plus important pour Trump que pour Biden. Probablement en raison de la position de fermeté de Trump et des sanctions ciblant les agressions du régime. Dans le même temps, Biden dit qu'il prévoit de faire en sorte que la Chine applique les règles internationales s'il est élu. Passons maintenant à la devise chinoise. Les élections américaines ont fait vriller le yuan chinois mercredi 4. Le yuan a chuté de 1,4% par rapport au dollar américain. L'élection américaine reste une épreuve très disputée et la possibilité d'un second mandat pour l'administration Trump est toujours en jeu. Les analystes affirment que la possibilité d'une victoire de l'administration Trump est à l'origine de la chute du yuan. En effet, si Trump est réélu, il est probable qu'il adopte une politique commerciale encore plus rigoureuse et plus agressive à l'égard de la Chine. D'autres facteurs pourraient également être en jeu. Ce mardi 3, les autorités chinoises ont interrompu à la dernière minute l'opération de l'introduction en bourse record de Ant Group, ce qui accroît l'incertitude au sujet de certains investissements chinois.
Le régime chinois utilise depuis longtemps les étudiants chinois qui étudient à l'étranger comme des outils. Les étudiants sont souvent persuadés ou menacés pour les pousser à mener des activités d'espionnage et de collecter des informations pour Pékin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer l'un des rares étudiants qui a osé se lever et dire non. Li Taotao est un étudiant chinois qui étudie en Amérique. Il aurait reçu des appels vidéo presque tous les jours vers 2 ou 3 heures du matin. Tous de la part de responsables chinois de la sécurité nationale. Il dit que cela se produit depuis le mois de juin. Son nom dans le reportage est un pseudonyme pour protéger son identité. Au début de l'année, il a critiqué Pékin en ligne en utilisant son vrai nom. C'est là que les ennuis ont commencé. Li a déclaré au média américain Voice of America que 2 semaines après ses commentaires, ses parents en Chine ont commencé à recevoir des appels fréquents de la police locale. À partir de là, la police les a obligés à appeler leur fils par vidéo sur WeChat. I was surprised at first and did not expect that. After all, I'm overseas, and just a few words online will incur such serious consequences from them. They clearly instructed me to forward them anything. They made it quite clear. Partout, il entend tout commentaire ou information négative sur le PCC ou l'image de Pékin. Un responsable de la sécurité nationale a ordonné à M. Li de lui envoyer des informations relatives à son compte Twitter, Instagram et Telegram, y compris les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Le groupe Telegram se concentre sur les discussions relatives à la démocratie constitutionnelle en Chine. Le responsable de la sécurité nationale l'a autorisé à rester dans le groupe, mais l'a sommé de garder le silence. Il lui a ensuite donné une autre série d'instructions en lui disant « Tout élément du groupe qui est préjudiciable au parti et au pays, vous le transmettez à ce numéro WeChat ». Il a dit à Li de faire une capture d'écran de toute information similaire et de la transmettre quoi qu'il arrive. Il lui a dit que c'était une chance pour lui d'obtenir des faveurs et de lui éviter des ennuis. Il a insisté sur le fait que ce serait une opportunité pour Li d'obtenir des mérites et de lui éviter la prison quand il sera de retour en Chine. During our conversations, they were unable to tell what crime I committed. They know it is ambiguous and hard to define. If I were in China, that'll be easy. Les gens de la sécurité nationale disent seulement que Li est anti-Chine ou insulte le pays. Mais Li pense qu'être anti-parti communiste chinois n'est pas être anti-Chine. I was thinking it's best they send somebody in the US to contact me. Then I will immediately call the police to get the guy. Il n'est pas nouveau que les forces de sécurité chinoises surveillent et intimident les dissidents étrangers. Mais il est rare qu'un dissident comme Li Taotao divulgue publiquement une demande d'infiltration de leur part. Un autre Chinois, Gu Yi, est aujourd'hui un militant des droits de l'homme. Il a vécu une expérience similaire lors de ses études aux États-Unis. Il a révélé la situation aux médias étrangers. Gu a déclaré à Voice of America que la surveillance des étudiants étrangers par la police secrète chinoise est systématique. Et il pense que Pékin infiltre le monde libre par le biais d'entités telles que l'ambassade de Chine, les consulats, les syndicats d'étudiants chinois et les soi-disant groupes patriotiques chinois à l'étranger. I think the US government should be more alert to the manipulations and activities through this semi-public gray approach. It's not enough just to understand these situations. I would like to see more decisive actions from the US government. Cela dit, les gouvernements étrangers commencent à prendre des mesures. Rien que l'année dernière, de nombreuses entités liées au Parti communiste chinois, notamment des organismes publics, des organisations non gouvernementales, des médias et certains centres d'échange culturels aux États-Unis, ont été qualifiés de missions étrangères. On s'attend à ce que d'autres viennent s'y ajouter. Nous allons maintenant répondre à la question d'un spectateur. Il a demandé qui a rendu la Chine si riche. Les capitaux provenaient principalement du monde occidental. En 1979, les États-Unis ont établi des relations diplomatiques avec la Chine et d'autres pays occidentaux ont suivi. La Chine s'ouvrait au monde. Avant cela, la Chine était presque totalement fermée et se concentrait sur ses campagnes politiques et l'économie du pays était au bord de l'effondrement. En 2001, la Chine est devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce avec le soutien des États-Unis. Ces deux démarches ont permis au Parti communiste chinois de se connecter aux richesses du monde occidental. Pendant 40 ans, les pays occidentaux ont cru que cet engagement économique transformerait automatiquement le pays en une société libre et que la Chine deviendrait une nation démocratique respectueuse des libertés. Le marché gigantesque de plus d'1 milliard de consommateurs et la main-d'œuvre bon marché de la Chine ont attiré des hommes d'affaires du monde entier. Les investissements ont afflué en Chine et de nombreuses technologies y ont été introduites, en partie grâce au vol de la propriété intellectuelle par le régime. L'économie a connu un boom. D'un autre côté, le système totalitaire du Parti communiste chinois, ou PCC, signifiait que les autorités pouvaient prendre les richesses du peuple à volonté.
et ils le font de différentes manières. Le PCC prélève de lourds impôts et taxes sur les gens, mais ne leur offre pas une protection sociale équivalente, comme l'assurance maladie ou l'assurance retraite. Les autorités confisquent des terres aux gens sans compensation raisonnable et les utilisent pour des projets rentables. Toute personne qui se rebelle pour défendre ces terres est réprimée. Pour remédier aux crises économiques, le PCC ne fait qu'imprimer plus d'argent, ce qui lui fait perdre de la valeur. En même temps, le Parti communiste chinois manipule l'immobilier et la bourse pour soutirer de l'argent aux citoyens qui sont investisseurs. En conséquence, le PCC possède une énorme quantité de richesses et peut acheter le soutien d'autres pays ou investir dans d'autres pays par le biais de l'initiative Ceinture et Route pour accroître son influence dans le monde. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.